FM, l'info, c'est ici. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, Sud Midi, voici les titres. Décès d'une femme enceinte au cours de son évacuation à Ziguinchor depuis la Guinée-Bissau ce matin. La famille lie le décès à la longue attente à la frontière à Mpac alors qu'elle était à bord d'une ambulance. Nous aurons les précisions de Ignace Day à Ziguinchor ce matin. Des tailleurs ont assiégé la mairie. Ils réclament 2 millions au maire pour la confection de 10 000 masques contre le coronavirus qui progresse. 92 cas positifs ce vendredi, 23 patients en réanimation, 106 guéris enregistrés. La maladie progresse à cause du relâchement général dû au peu de sérieux constaté dans la gestion de la crise sanitaire. Tâtonnement volte-face du gouvernement. Dr Souleymane Lo, sociologue, analyse la situation et il sera notre invité. Et puis cette tension persistante dans la justice, le ton monte entre le Sud-Just et la tutelle. Le syndicat des travailleurs de la justice liste les incohérences du ministre et interpelle le chef de l'État. Et puis le point sur la vente de pain dans les boutiques, reprise de la vente de pain devant les boutiques. Le constat est unanime. Des kiosques sont certes implantés à l'extérieur mais gérés par le même boutiquier. Les livreurs ont également repris du service. L'installation des postes devant cette boutique, devant les boutiques analysées par les consuméristes alors que le gouvernement a décidé de prendre des mesures. Nous aurons les différentes réactions dans cette édition. La revue de presse, la page culture pour compléter Sud Midi, mise en onde par Alune Badara Sosé. Sud FM, l'info, c'est ici. Bonjour à tous. Une évacuation sanitaire qui vire au drame. Une femme enceinte décède au cours de son évacuation sur Ziguinchor. La famille de la défunte accuse les forces de défense et de sécurité au niveau de la frontière à Mpac d'avoir bloqué l'urgence sanitaire et d'être donc à l'origine de ce décès. L'affaire émeut la famille Diallo, à la fois attristée et très en colère. Ignace Ndeye. Les faits remontent d'il y a juste quelques heures ce matin, lorsque Issaka Diallo, en état de grossesse très avancé, perd la vie au cours de son évacuation à Ziguinchor. Très affectée, la famille de la défunte ne cache pas sa colère. Elle qui accuse la police des frontières au niveau du poste frontalier d'Mpac de négligence d'être à l'origine de la mort de cette dame. L'ambulance qui évacuait la malade a été bloquée au niveau de la frontière d'Mpac pendant presque 1 heure. Ce qui serait à l'origine de la mort de son épouse, s'insurge Thierno Mika Diallo. On a arrivé à la frontière du Sénégal, ici à Mpac. J'ai expliqué les gens qui sont montés là-bas, les militaires. Ils ont dit qu'il faut que l'information remonte. Sinon... C'était à quelle heure? C'était vers 7 heures comme ça. Je lui dis, la femme là, elle est très fatiguée en ce moment-là. Elle devrait accoucher. Laissez-moi passer. Après, on va régler ça. Ils ont dit que non, c'est un risque. Il faut appeler d'abord. Et quand on est tous d'accord, on va laisser passer. Ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, il faut me faire sortir dans l'ambulance. J'ai fait ça. Je lui dis, il faut patienter. Ça va passer tout de suite. Mais le commandant vient. Il m'avait dit que, attends, il va appeler. Et je ne sais pas qui il va appeler. Ils étaient bloqués là-bas pendant 50 minutes. En tout cas, ils étaient bloqués là-bas avec le malade. Donc, vous étiez dans une ambulance? Oui, j'étais dans une ambulance et j'ai appelé même au sapeur-pompier là-bas pour qu'il m'aide à avoir une ambulance pour qu'elle vienne rapidement. Elle a sa femme très fatiguée, va finalement succomber dans l'ambulance même. En parlant avec le chauffeur de l'ambulance du sapeur, je vois l'ambulance qui se trouve au niveau de Djegui là-bas. Il vient, je lui dis non, il faut rester, il y a une ambulance qui vient. Non, on a échangé, on est venu jusqu'à le poste là où on demande les gens des doutes là. Ok, on est arrivé là-bas, c'est là-bas que j'appelle ma femme pendant 3 fois. Elle n'a pas répondu. Oui, elle est morte. Finalement, elle est morte. Rappelez que cette dame décédée ce matin au cours de son évacuation à Ziguinchor et son mari venaient de Ngoré, une ville bissau-guinéenne. Attristé, Thierno Mika Diallo qui pleure sa femme
n'a qu'un seul message. Ce que je voulais dire, les autorités qui se trouvent au niveau de la frontière, si un autre cas revient, il faut qu'ils respectent les gens. Sinon, c'est leur négligence qui fait ça. Le destin, on ne peut pas le contourner, mais ce qui est là, c'est leur négligence qui a fait ça. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, les forces de défense et de sécurité affirment avoir respecté le protocole sanitaire dans ce contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus. Justement, les tailleurs de Ziguinchor, regroupés au sein de l'association des tailleurs de Grand Dakar, ont assiégé ce matin la mairie pour réclamer 2 millions de francs CFA, 2 millions pour avoir confectionné 10 millions de masques destinés aux populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ben Michel Kanfoudi. Ils ont assiégé ce matin la mairie de Ziguinchor pour réclamer leur argent aux autorités municipales. Ces tailleurs qui avaient été mobilisés par le maire de Ziguinchor pour la confection de masques destinés aux populations de la commune disent être fatigués d'attendre pour entrer dans leurs fonds. Samba Diao est le secrétaire général de l'association des tailleurs de Grand Dakar. Le 30 avril, monsieur le maire de la commune de Ziguinchor nous a appelé ici tous les tailleurs de la commune, une confection de masques. Il nous a commandé 10 000 masques. Nous avons confectionné les 10 000 masques depuis le 2 mai. Ils avaient dit qu'on va terminer et ils vont nous payer dans une semaine. C'était le 2 jusqu'au 9 mai. Personne ne nous a donné 5 francs. C'est notre argent qu'on a pris pour confectionner ces masques-là. Les 10 000 masques sont estimés à 2 millions. Nous avons terminé les masques à temps, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. On n'a rien quelque chose de clair au niveau du mairie. À chaque fois qu'on vient ici, nous rencontrons le secrétaire général. Il nous dit oui, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. On a fait des virements. Tout récemment, il nous a dit qu'il y a des virements. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de preuves. Donc aujourd'hui, on est là pour que le mairie nous donne notre argent. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes des responsables de famille. Ces tailleurs qui se disent très affectés par la Covid-19 disent avoir même sacrifié leur famille pour la confection de ces masques. L'argent qu'on devrait faire pour la carême avec nos familles, c'est l'argent-là qu'on a pris pour confectionner, soit disant que d'ici d'une semaine, on va avoir ça. À 2 semaines du Korité. Nous, les tailleurs, on avait dit qu'il n'y aura pas de regroupement, ni de mariage, ni de baptême. Alors que nous, les tailleurs, c'est à cause de ça que nous réglons nos affaires. Ils invitent le maire Abdoulaye Baldé à respecter ses engagements. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables de l'institution municipale, mais l'accès au bureau de la mairie de Ziguinchor nous a tout simplement été refusé par le service de sécurité. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, 92 contaminations ce vendredi, dont 18 cas issus de la transmission communautaire. La grande majorité recensée à Dakar et puis un à Kébémer, 4 à Touba, 106 guéris. Ce jour, 23 personnes en réanimation. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloïse Walidiouf, fait le point. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Guédiawaye 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamaguène 1 cas, Liberté 6 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoune 1 cas, Yarah 1 cas, Malika 1 cas, Diamniadio 1 cas, Kébémer 1 cas et enfin Touba 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4 851 cas ont été déclarés positifs, dont 3 100 guéris, 56 décédés et donc 1694 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Dr Aloïse Walidiouf qui faisait le point quotidien de la pandémie du coronavirus, lutte contre la Covid-19. La manière dont les autorités gèrent la crise a entraîné un découragement entre tâtonnements, reculades. L'État a montré ses limites. En plus, au regard des actes posés par le chef de l'État, les populations ont mal compris le message, ce qui a conduit au relâchement des acteurs qui étaient au premier rang du combat
Conséquence, ils ont réajusté leur comportement selon le sociologue Dr Souleymane Lo, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Il faut noter dans la lutte contre la Covid-19 d'une manière très simpliste, c'est qu'il y a un découragement venant de la manière dont les autorités étatiques gèrent donc la question. Depuis le début, on voit qu'il n'y a pas de sérieux dans la façon donc de gérer. Il y a beaucoup de tâtonnements, il y a des décisions qui sont prises, on revient donc là-dessus. Quelque part, il y a beaucoup de tolérance ou en tout cas de faiblesse, j'allais dire, de la part de l'État vis-à-vis donc d'une certaine portion de la population qui refusait d'obéir, d'obtempérer décisions d'état d'urgence, etc. et de couvre-feu. Finalement, les gens se sont dit, attends, ce qui se passe actuellement n'est pas dans le bon sens de gérer donc la Covid-19. En plus, au regard même des actes posés par le président de la République, en ce qui concerne la prise de certains décrets qui, à un moment donné, dans un contexte où on ne disait que l'essentiel c'est de lutter contre la Covid-19, on voit qu'il y a d'autres dossiers de décrets qui sortent ça et là, qui sont cachés. Il y a beaucoup de mensonges, des no-dits donc dans ces décrets. Finalement, les gens ont fini par ne plus croire donc à cette gestion, à cet élan qu'ils avaient tous ensemble de lutter contre donc cette Covid-19, de lutter pour que cette maladie ne se propage pas donc à l'intérieur du pays. Simplement parce que quand on regarde donc nos autorités, la façon dont elles gèrent donc la situation, c'est comme si elles profitent de la situation pour gérer donc leur propre en tout cas intérêt que de s'occuper de l'intérêt général. Donc il y a autant d'actes qui se sont passés, qui ont été posés, qui ont comme conséquence donc ce relâchement du point de vue donc des acteurs de l'opposition, de la société civile ou en tout cas de la classe maraboutique ou quelques autres acteurs que ce soit, qui au début s'impliquaient, mais à un moment donné, en regardant en tout cas le comportement de l'État, eux aussi ils ont réajusté donc leur comportement. Si le comportement de l'autorité n'est pas sérieux, n'entendons pas que celui donc des autres le soit. Et c'est comme ça qu'il faut lire la situation actuelle. Dr Souleymane Lo, sociologue, il sera tout à l'heure notre invité. Et puis parlons de ce bras de fer qui se poursuit entre les travailleurs de la justice et la tutelle face à la presse ce matin. Le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, accuse le ministre de la Justice de vouloir saboter le secteur en bloquant tous les acquis. Maître Malick Sall n'est pas à la hauteur d'un garde des Sceaux, affirment les membres du syndicat. Écoutons à ce propos le secrétaire général, Maître Ayaboun Malick Diop, avec Babacar Samb. Nous allons déposer aujourd'hui une déclaration de marche pour vendredi prochain parce que nous comptons protester et dénoncer l'attitude de M. Malick Sall, ministre de la Justice, qui ne cadre pas avec ses responsabilités de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être un responsable du gouvernement et vouloir ignorer royalement les doléances des travailleurs de votre secteur. C'est inadmissible. Ça ne cadre pas avec les sens de responsabilité que ses prédécesseurs nous ont accoutumés. Ce qui se passe présentement au ministère de la Justice est inédit et sort même du record Guinness, je peux le dire, parce qu'on ne l'a jamais vu. Donc c'est pour cela que le SYTJUST se fera entendre par tous les moyens. Et bientôt, vous vous en rendrez compte que le secteur de la justice va renouer avec la paralysie. Il trouvera tous les travailleurs de la justice en bloc comme un seul homme pour défendre leur dignité et leurs intérêts matériels et moraux. Le SYTJUST, les travailleurs de la justice sont debout pour faire face à cette forfaiture. Ce que nous lui reprochons, c'est sa volonté de saboter des acquis qu'il a trouvés clés en main. Depuis qu'il est là, un an, il n'arrive pas à faire bouger les choses. Il n'arrive pas à matérialiser ces décrets qui ont été déjà signés au bénéfice des travailleurs de la justice. Et certainement, il va essayer de tromper la religion du gouvernement et la religion du président de la République en lui présentant un argumentaire cousu de fil blanc. Que le président de la République fasse attention. Le secrétaire général du SYTJUST, Maître Ayaboun Malick Diop, avec Babacar Samb. Il est 12h passé de 14 minutes dans nos studios. Sud FM.
Parlons de la reprise de la vente de pain dans les boutiques. Le constat est unanime. Des kiosques sont implantés à l'extérieur de la boutique, mais gérés par le même boutiquier. Du côté des livreurs, le service a également repris. Constat dans la banlieue avec vous, El Hadj Moussa Thiam. Vous l'avez dit, il faut souligner que la vente de pain se fait dans les kiosques des quartiers et des fois également devant les boutiques. Ce qu'il faut retenir, les boulangers veulent se conformer donc au décret en créant donc des kiosques dont le délai est fixé. Il faut retenir que cette situation qui risque également d'envoyer plus de 8700 livreurs au chômage, d'après Abdou Karim Dia, président donc des livreurs du Sénégal, qui souligne que donc l'implantation des kiosques risque de ne pas respecter les distances réglementaires. Actuellement, c'est qu'il faut retenir que le conflit entre les livreurs et les boulangers, qui demande également au ministère du tutelle de revoir sa copie, car les boulangers veulent se substituer à leur place, et cette situation donc risque d'envoyer des milliers de pères de famille au chômage. Renseigne Abdou Karim Dia. À noter que également dans la banlieue, les boulangers sont en train donc de confectionner des kiosques et des véhicules pour pouvoir effectuer donc leur propre livraison. Notez également que dans la banlieue, les pains se vendent dans des kiosques qui sont implantés devant des boutiques qui sont même gérées par ces boutiquiers. Donc c'est ce qu'on a constaté dans beaucoup de coins de la banlieue. Nous avons les pour la réduction d'affaires. Moussa Thiam, installation de kiosques à pain devant des boutiques. La Fédération nationale des boulangers dénonce. Le président rappelle que seul un détenteur d'agrément peut exercer cette activité. Les précisions de Amadou Gaye qui interpelle les organes de contrôle. Il est avec Rapsé Limanouane. Vraiment, là, c'est une situation désastreuse. Une situation qui n'honore pas la boulangerie sénégalaise. Une situation qui n'honore pas les directives du président de la République conformément au décret 2217. Je pense qu'il est temps que les corps de contrôle soient constamment sur le terrain par rapport à l'hygiène de la population. Comme vous l'avez constaté, il faut dire que personne aujourd'hui ne peut installer un kiosque à pain, je dis bien que ce soit boulanger, distributeur ou boutiquier, sans avoir une autorisation numérotée, non seulement de la mairie, mais du ministère du Commerce. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent pas la distanciation. Une caisse doit être à 500 mètres d'une boulangerie et 300 mètres entre une caisse. Est-ce que vous avez vu ça? Le respect des normes d'hygiène dans ces caisses. Vous voyez des caisses même pas de 1 mètre carré. Or, la loi dit que c'est 1,50 m déjà, minimum. La hauteur, on ne respecte pas. Donc, c'est des cartons qu'on met. On ne respecte pas la population, à mon avis. Inacceptable. Et les gens voient ça. Ils font rien du tout. Ça, c'est déplorable. Tout le travail qu'on a fait est en train de tomber à l'eau. On voit des gens avec des pousse-pousse, des sacs à pain, qui livrent le pain comme ils veulent. Croyez que ce respect du décret va être respecté. En tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est le ministère du Commerce, les services d'hygiène, la gendarmerie, la police, les collectivités locales doivent prendre cela en question. Parce que chacun de ces démembrements a un rôle à jouer dans le respect des normes d'hygiène, de qualité de distribution du pain. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre responsabilité est engagée puisque c'est vous qui leur fournissez ce pain? Je ne défends aucun boulanger. Au moment où je vous parle, il y a des boulangers qu'on a, je dis bien, le ministère du Commerce a donné des amendes tous les jours. Et que cette personne continue à faire dans ce sens-là, mais il faut fermer la boulangerie. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais comprennent que nous ne protégeons aucun boulanger. Aucune boulangerie ne sera protégée. Mais quand même, on ne peut pas accepter certaines situations quand même qui perdent. Effectivement, c'est les boulangers qui donnent le... Mais il y a des boulangers que nous avons identifiés dans ce processus-là. Mais il faut que quand même sur le terrain, qu'on nous respecte. Amadou Gaye, le secrétaire général, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal. Les services de la direction du commerce intérieur ont décidé de mettre fin à ces activités délictuelles dès qu'ils sont informés de l'installation et de la vente de pain dans ces kiosques non réglementaires qui commencent d'ailleurs à être installés un peu partout à Dakar. Se désole le régional du commerce Oumar Diallo, toujours au micro de Hapsé Limanouane. Effectivement, le constat que vous avez fait, c'est nous aussi ce que nous avons constaté sur le terrain. Suite à la décision d'interdiction de la vente du pain dans les boutiques,
Alors, beaucoup de commerçants détaillants ont voulu se conformer aux nouvelles dispositions du décret en créant eux-mêmes leur espace de distribution du pain. C'est pourquoi vous avez vu la floraison actuellement de nombreux kiosques à pain qui ont juste apparu devant les boutiques au niveau de la majorité des quartiers de Dakar. Alors, cet emplacement-là des kiosques devant les boutiques est fondamentalement contraire à l'esprit et à l'application du décret. Parce que pour être livreur ou distributeur de pain, ça suppose que vous soyez agréé par le ministère du Commerce. Or, tous ces kiosques qui sont devant les boutiques ne font pas l'objet d'agrément. Et dès l'instant qu'ils ne font pas l'objet d'agrément, ils ne peuvent pas, en l'état actuel de la réglementation, distribuer du pain, encore moins en vente. Alors, nous, lorsque nous avons constaté cet état de fait, nous avons enjoint nos différentes équipes à immédiatement mettre fin à cette activité délictuelle. En quoi faisant? D'abord, en retirant systématiquement le pain qui est vendu dans ces kiosques-là et en procédant aussi à la fermeture de ces kiosques. Malheureusement, nous ne pouvons pas les déplacer parce que l'occupation de la voie publique par ces kiosques-là est autorisée par les collectivités locales. Étant entendu que c'est leur droit le plus absolu, nous ne pouvons interdire que l'activité qui s'y produit. Si les mairies estiment que ces kiosques-là ne doivent pas être là-bas, il appartient aux mairies de les enlever. Mais nous, l'activité qui doit se dérouler dans ces kiosques, n'étant pas agréée et n'étant pas autorisée, nous interdisons formellement à tous les détenteurs de ces kiosques de distribuer le pain dans ces lieux. Omar Diallo, régional du service du commerce, avec Hapsa Elimanouane. Réaction des consuméristes, l'accessibilité géographique pose problème et durant le ramadan, les boulangers avec les autorités avaient annoncé des mesures pour permettre l'achat du pain sans difficulté. Rien n'a été fait. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, réagit au téléphone de Fatmata Diallo. La nature a horreur du vide et quand on fait des promesses qu'on ne tient pas et que le besoin y est, il va falloir que quelqu'un satisfasse à ses besoins. L'accessibilité géographique pose problème aux consommateurs. Les boulangers, par le biais de la fédération, avaient produit pendant le mois de Ramadan que la DER leur accompagnait pour l'implantation des kiosques. Jusqu'à présent, j'invite Madame le ministre à faire une visite de terrain pour regarder si les kiosques sont implantés. Je dis non, il n'y a pas de kiosque. Donc, pour ça faire une demande, le boutier peut bien suppléer le boulanger qui ne cherche qu'à diriger le consommateur vers sa boulangerie. Et nous avons remarqué que, au lieu de 2 personnes qui vendent, généralement, on ne trouve dans la boulangerie qu'une seule personne qui vend et encaisse de l'argent. Et nous avons aussi remarqué l'apparition du papier journal. Et ce papier journal était banni pour des raisons hygiéniques. Nous avons aussi remarqué l'apparition des queues au niveau de la boulangerie. Allez-y le matin à Fadia. La distanciation sociale n'est pas respectée. Donc, il va falloir que le consommateur se procure le pain à proximité. Les boulangers qui n'ont pas respecté leurs engagements et nous ont roulé dans la farine. Parce que depuis plus de 4 mois, qu'on ne veuille pas installer des kiosques pour que le consommateur s'approvisionne. Alors qu'on est en train de faire une promotion sur une plateforme où à diriger forcément les gens vers la boulangerie. Il y a des points où la boulangerie n'est pas accessible à certaines heures. À 6 heures du matin, vous allez à la boulangerie, vous n'avez pas votre temps. Parce que tout simplement, la réponse est que si vous faites de la fournée à 6 heures du matin, 7 heures, 8 heures, ça va se refroidir et le consommateur n'en voudra pas. C'était pas ça avant. L'accessibilité doit être d'une manière permanente. Et j'attire l'attention de la direction du commerce intérieur à veiller à ce que les kiosques soient implantés, à ce que le papier journal disparaisse complètement. Réaction de Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, avec Fatoumata Diallo. Parlons des opérations pré-hivernales. La Senelec a entamé un vaste programme d'entretien de son réseau dans le centre du pays. Les opérations entraînent des coupures d'électricité. Le directeur général de Senelec, qui était dans la zone, donne des explications à Wachao. L'hivernage s'annonce à grands pas dans la zone centre du pays et c'est souvent une période avec des vents violents et de fortes pluies qui peuvent causer des désagréments sur le réseau de la Senelec. C'est la raison pour laquelle la société a démarré depuis quelques semaines un vaste programme d'entretien de son réseau pour une meilleure qualité du service. Certains poteaux en bois sont même enlevés et remplacés par des poteaux en béton qui résistent mieux aux intempéries.
Cela occasionne souvent des coupures de courant. Le directeur général de la Sénélec en visite dans les régions de Kaolack et Kaffrine s'en excuse et explique. Pape Mademba Biteye. La raison est simple, c'est que comme vous le savez, on s'approche de l'hivernage et dans le cadre de son programme d'activité, Sénélec mène souvent des activités pré-hivernales. L'entretien, ça veut dire que de temps en temps, on a besoin de couper l'électricité pour permettre aux monteurs d'accéder aux ouvrages électriques, de les nettoyer. Et tout ça, nous le faisons pour mieux préparer l'hivernage. Parce que comme vous le savez, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Et donc chaque fois qu'on s'approche de l'hivernage, on mène un programme intense d'entretien pour pouvoir y faire face. L'autre également source de désagrément, c'est que comme vous le savez, il y avait beaucoup de poteaux qui sont en bois sur le réseau de Sénélec. Et nous avons entrepris un vaste programme de remplacement de ces poteaux en bois par des poteaux en béton qui ont une durée de vie plus longue et qui ont une capacité de résistance aussi plus importante. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, de temps en temps, nous avons besoin de couper l'électricité pour permettre aux ouvriers de travailler en toute sécurité. Malheureusement, l'électricité pour travailler, il faut couper. Et c'est ça qui est la source des désagréments. Mais c'est un mal pour un bien. D'ici peu de temps, quand on va terminer les travaux, on va avoir une meilleure qualité de tension et on va avoir également une meilleure continuité de service parce qu'on aura moins de supports qui risquent de tomber lorsqu'il y a vent, lorsqu'il y a pluie. Ces coupures sont souvent précédées d'avis diffusés dans les différentes radios locales pour informer les populations. Et cela entre dans le cadre des opérations pré-hivernales pour préparer davantage cette période souvent difficile. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Sud Matin, l'invité du jour. Docteur Souleymane Lo, sociologue, notre invité, il répond à El Hadj Malick Ndiaye. Docteur Souleymane Lo, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Vous êtes sociologue. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la gestion de la Covid-2019 avec le désengagement noté de plus en plus. Mais également, il y a cette crise foncière qui fait l'actualité. Ne risque-t-on pas aujourd'hui d'être détourné de l'essentiel qui est la lutte contre la Covid-19? Évidemment, ça dit quand on regarde actuellement le débat sur le foncier, qui est un débat très intéressant, un débat national qui intéresse à plus d'égards donc la population de manière générale, parce que c'est elle-même qui s'est sentie impactée en tout cas par des actes posés ça et là et qui en tout cas vont à l'encontre de ses propres intérêts. Alors le débat en tant que tel est intéressant, mais également comme vous l'avez dit, en toile de fond permet d'empêcher vraiment que toutes les concentrations soient orientées vers l'essentiel actuellement qui nous préoccupe, c'est donc la gestion donc du Covid-19. Jusqu'à présent, chaque débat aujourd'hui, on revient donc sur le foncier. C'est comme si le seul débat, le seul combat qui vaille pour le moment, c'est la lutte contre donc en tout cas le foncier, contre les actes inappropriés qui sont posés, les décrets qui sont pris dans le sens de la gestion donc du foncier, au détriment de la gestion actuelle donc de la Covid-19 qui devrait être en tout cas en première ligne l'élément central donc sur lequel nous devrions tous nous concentrer pour pouvoir réussir donc cette lutte. Mais docteur, au-delà même de cette crise foncière, il y a le désengagement de certains acteurs qui s'étaient impliqués au début de cette pandémie. Comment peut-on expliquer aujourd'hui ce relâchement? Parce que aussi il faut noter dans la lutte contre la Covid-19 d'une manière très très simpliste, c'est qu'il y a un découragement venant de la manière dont les autorités étatiques gèrent donc la question. Depuis le début, on voit qu'il n'y a pas de sérieux dans la façon donc de gérer. Il y a beaucoup de tâtonnements, il y a des décisions qui sont prises. On revient donc là-dessus. Quelque part, il y a beaucoup de tolérance ou en tout cas de faiblesse, j'allais dire, de la part de l'État vis-à-vis donc d'une certaine portion de la population qui refusait d'obéir, d'obtempérer décisions d'état d'urgence, etc. et de couvre-feu. Finalement, les gens se sont dit, attends, ce qui se passe actuellement n'est pas dans le bon sens de gérer donc la Covid-19. En plus, au regard même des actes posés par le président de la République, en ce qui concerne la prise de certains décrets qui, à un moment donné, dans un contexte où on ne disait que l'essentiel c'est de lutter contre la Covid-19, on voit qu'il y a d'autres dossiers de décrets qui sortent ça et là, qui sont cachés,
il y a beaucoup de mensonges, des non-dits donc dans ces décrets. Finalement, les gens ont fini par ne plus croire donc à cette gestion, à cet élan qu'ils avaient tous ensemble de lutter contre donc cette Covid-19, de lutter pour que cette maladie ne se propage pas donc à l'intérieur du pays. Simplement parce que quand on regarde donc nos autorités, la façon dont elles gèrent donc la situation, c'est comme si elles profitent de la situation pour gérer donc leur propre en tout cas intérêt que de s'occuper de l'intérêt général. Donc il y a autant d'actes qui se sont passés, qui ont été posés, qui ont comme conséquence donc ce relâchement du point de vue donc des acteurs de l'opposition, de la société civile ou en tout cas de la classe maraboutique ou quelques autres acteurs que ce soit, qui au début s'impliquaient, mais à un moment donné, en regardant en tout cas le comportement de l'État, eux aussi ils ont réajusté donc leur comportement. Si le comportement de l'autorité n'est pas sérieux, n'entendons pas que celui donc des autres le soit. Et c'est comme ça qu'il faut lire la situation actuelle. Et parce que effectivement, comme le disait un grand penseur Paul Valéry, si l'État est fort, certes, il nous écrase, mais s'il est faible, nous périssions. L'État n'a pas été assez fort dans le sens de l'autorité donc des pouvoirs institutionnels, mais l'État l'a été dans le sens de l'État donc de la loi donc d'habilitation qui a conféré tous les pouvoirs donc à un seul homme, qui totalise donc ses pouvoirs et qui conduit généralement donc généralement donc à la dictature, à une certaine tyrannie, et nous l'avons constaté à un totalitarisme, à une certaine oppression dans le sens de la clarté, de la transparence. Rien n'est plus transparent, rien n'est plus donc clair. Tout se fait de manière opaque au sein donc de l'État à cause donc de cette loi d'habilitation, en tout cas dont profite beaucoup donc le président de la République pour signer des décrets qui ne sont même pas publiés dans le journal officiel, qui ne sont pas accessibles au monde, alors que l'essence de ces décrets devrait être accessible donc aux citoyens à travers donc le journal officiel ou peut-être donc à travers le site du gouvernement. Malheureusement, il y a plus de je ne sais pas combien de décrets qui ont été signés depuis donc la loi donc d'habilitation jusqu'à présent, et tout ceci fait que à un moment donné on se dit mais attends, à quoi l'État joue? Qu'est-ce que l'État donc fait? L'État donc ne s'occupe pas de la Covid-19, mais s'occupe de ses intérêts pour profiter donc de la situation, et c'est un relâchement donc total. Et c'est cela pourquoi aujourd'hui quand vous regardez Y'en a marre ou autre chose, parce que également ils se sont rendus compte que voilà, ils profitent de la situation pour dilapider d'une certaine manière l'assiette foncière qui nous restait, pour aller au-delà donc de la Covid, et parce que cela n'est pas sérieux. Ils profitent des moments de faiblesse donc des gens, de la peur, etc., pour nous éloigner de l'essentiel, et que l'essentiel n'est plus donc la gestion de la Covid, mais c'est plutôt la gestion donc du foncier. Aujourd'hui, tous ces problèmes interviennent dans un contexte de hausse des cas de la Covid-19. Comment l'État doit réorienter sa stratégie pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la lutte contre cette pandémie? Malheureusement, l'État a perdu donc le combat. Il faut le dire de façon, en tout cas, nette et claire. L'État a prêté le flanc et que l'État ne peut plus avoir autorité sur la gestion donc de la Covid. C'est malheureusement la situation à laquelle nous faisons tous face. Parce que de un, au départ, les uns n'y croyaient pas. De deux, on arrive à un moment donné où l'État, en tout cas, a desserré donc l'étau, et que maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas une autre stratégie que l'État pourrait mettre, beaucoup plus stricte que les premières stratégies qui ont été donc au début. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, il l'a dit, vivons avec donc le virus, adviendra que pourra. Maintenant, même les gens commencent à chahuter avec l'État en disant que c'est Macky qui a donné, en tout cas, carte blanche donc au virus, de circuler donc sans interdiction, sans barrière, etc., pour aller à la rencontre donc de son peuple. Alors, dans un contexte pareil, y compris le fait que les gens n'y croyaient pas d'abord au début, avec ce relâchement certaine ou d'une manière ou d'une autre qui n'était qu'une liberté pour le pouvoir de pouvoir au moins se réconcilier avec son peuple, on se rend compte qu'il n'y a pas de stratégie. L'essentiel adviendra que pourra. La situation est là. Donc, sauf qu'il peut. Voilà la situation actuelle. La seule stratégie dans un sens compréhensible, c'est que c'est le sauf qui peut que l'État a décrété. Alors maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? C'est subir donc des cas. Et peut-être à un moment donné, s'il ne peut plus donc gérer, il va laisser donc le
le peuple donc à lui-même, de constater que voilà, nous n'avons plus donc les moyens. Et d'ailleurs, ils commencent à le dire dans le discours, il n'y a plus donc de lits, il n'y a plus de ceci. Il faut maintenant qu'on fasse donc des confinements au niveau donc des maisons, au niveau donc etc. Donc tout cela montre que véritablement donc l'État ne peut plus en tout cas avoir une stratégie qui vaille devant donc cette Covid-19 qui se propage d'une manière extraordinaire et qui fait peur en tout cas si on apprend les conséquences qui en découlent. Souleymane Lo, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie.